Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Bon, le thème, définition, réglementation, impact social de la finance islamique. Bon, les définitions, on ne pourra pas les parcourir ici. La réglementation, M. Tierno, qui était là, en parlait. Donc, il a même parlé des derniers événements relatifs à la réglementation, donc les instructions de la Banque centrale et la toute dernière réglementation bancaire qui parle beaucoup de la finance islamique. Maintenant, l'impact social. Donc, il y a un volet de la finance islamique qu'on a évoqué ici, la finance sociale islamique. Donc, qui a vocation peut-être à intervenir dans le social. Mais au-delà de la finance sociale islamique, même les institutions financières islamiques, comme les banques islamiques ou bien le Takaful, parfois à travers leurs produits, ont un impact social quand même important sur le client. Bon, prenons par exemple le produit Salam, qu'on utilise souvent dans l'agriculture. Là, la banque achète en amont et finance entièrement l'agriculteur. L'agriculteur, il a déjà vendu. Maintenant, charge à la banque maintenant de revendre à travers peut-être un autre contrat Salam ou bien au contrat Murabaha pour faire du profit. Donc là, l'agriculteur lui-même, il trouve son compte parce qu'il a déjà vendu. Donc le problème de la commercialisation est réglé en amont. Et ensuite, il a de la liquidité, donc il peut peut-être inscrire ses enfants à l'école, hein, ou bien peut-être régler ses problèmes de la vie de tous les jours. Donc, même l'institution qui a vocation à faire du profit à travers ses interventions, ces interventions peuvent avoir peut-être un impact économique, social quand même déterminant sur les bénéficiaires. Bon, maintenant, j'ai été interpellé par M. Abdoulaye Lam sur peut-être le projet qu'on a eu à piloter au niveau du ministère des Finances et du Budget. À l'époque, c'était le ministère de l'Économie et des Finances en 2008. Donc, c'est ce projet-là peut-être qui a peut-être donné comme des résultats tout ce qu'on est en train de voir actuellement se dérouler au niveau de la finance islamique. Donc, il y avait essentiellement deux volets. Il y avait un volet sur la réglementation et un volet sur la formation. Bon, donc, le volet sur la réglementation a donné les résultats que j'ai évoqués tout à l'heure. Le volet sur la formation, on a été envoyé à Bahreïn en 2010-2011. Docteur Adam Djei, docteur Mamadou Lamine Beng et moi avons bénéficié de la formation sur la finance islamique. Et il était question, en fait, à notre retour, de diffuser l'information au niveau des institutions de finance, des écoles de formation, des universités, excusez-moi. Donc, pour dire que le cadre est bien établi. Maintenant, c'est aux acteurs maintenant, quand même, de prendre quand même leurs responsabilités, donc de sortir de leur zone de confort. Parce que c'est ça, quand même, la vraie question. Le problème, ce n'est plus que la réglementation n'est plus adaptée, qu'il y a un problème de formation. Pratiquement toutes les universités sénégalaises, pratiquement donnent des cours. Maintenant, c'est aux acteurs de prendre les responsabilités. Parce qu'actuellement, sur la place, il n'y a qu'une seule banque islamique depuis 1982-83. Donc, il y a une banque qui a une fenêtre islamique. Donc, c'est largement insuffisant pour un pays quand même musulman à 95%. Donc, il faudrait quand même que les institutions financières classiques sortent de leur zone de confort pour quand même essayer quand même de commercialiser des produits financiers islamiques. Et c'est très rentable. Et je vais terminer par là pour ne pas trop monopoliser la parole. Si on prend le cas de la BIS, le représentant de la BIS, je parle sous son contrôle. 2008, le total bilan de la BIS, c'était aux alentours de 50 milliards.
En 2023, la BIS a fait un total bilan presque de plus de 650 milliards. Donc, a étendu quand même son réseau. Partout où vous passez, vous voyez des agences BIS. Donc, pour dire que la finance islamique, quand même, est un domaine très prometteur, très rentable. Donc, il faudrait quand même que j'invite quand même les institutions financières classiques donc à essayer quand même d'explorer ce créneau-là plutôt que de dire qu'il y a des insuffisances au niveau de la formation et ainsi de suite. Voilà quand même quelques contributions que je voulais apporter. Je vous remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle Aïssatou Diagne. Je suis responsable marketing client dans une entreprise de télécommunications. Vous poserez la question, qu'est-ce que je fais dans le monde des financiers? C'est parce que quand on conçoit des produits, je pense que ce n'est pas pour les garder. C'est pour les amener chez le client et le faire connaître. Et c'est là le vrai problème. Je voudrais remercier Madame Meng parce qu'à travers une émission qu'elle a faite, j'ai été très intéressée par ce qui se disait justement sur Fury Finance et j'ai voulu en savoir plus et j'ai demandé à ce qu'elle m'invite. Donc j'ai forcé l'invitation parce que je voulais réellement comprendre et je suis venue de mon propre gré pour comprendre ce que moi, en tout cas de ce que j'ai entendu qu'elle a expliqué. Si elle a tout dit, c'était un vrai joyau. Et je me disais que c'était une occasion inespérée pour les petits commerces, pour la société sénégalaise et surtout pour les femmes. Parce que tout le monde sait que la vraie douleur aujourd'hui au Sénégal, c'est les taux d'intérêt. C'est les taux exorbitants et on parle de l'accès au financement. Je ne voudrais pas trop m'éloigner. Ce que je voudrais juste comprendre, c'est les nexes. C'est-à-dire, une fois que ce joyau-là est là, comment on fait pour la faire pénétrer justement au niveau des populations? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie qui permet aujourd'hui de toucher les couches les plus reculées, les coopératives, même les calabasses, les tontines, tous ces regroupements de femmes? Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont leur place dans ce mode de financement-là? Je prends juste pour exemple l'agriculture. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, en milieu rural, toutes les femmes qui sont là-bas, 90%, ce n'est pas des statistiques, je le dis comme ça, peut-être ce n'est pas 90%, travaillent dans l'agriculture. Et ils ont des problèmes d'accès au financement, des problèmes d'accès aux terres et des problèmes d'exploitation et des problèmes d'équipement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être fait justement avec Fury Finance, avec ce zakat-là, pour permettre à ces populations-là vraiment d'avoir du crédit et du crédit licite et de pouvoir travailler. Voilà. En fait, c'est la stratégie de communication, qu'est-ce qui est prévu pour déployer tout ça, le faire connaître et le rendre accessible aux populations. Ce n'est pas accessible. Moi, c'est elle qui m'a permis, juste sur une émission, d'avoir quelques bribes. Et pourtant, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup. Merci beaucoup. Professeur Abdou Diouf Diallo, avec qui je suis venue pour représenter l'UNCHCA. Mes recherches portaient sur la finance islamique dans la gestion des entreprises, raison pour laquelle j'ai été désignée par notre établissement pour les représenter. En fait, je voulais intervenir par rapport à mes recherches et aux difficultés rencontrées sur les recherches. Ayant des institutions islamiques dans ce pays, comme la Banque islamique et d'autres, comme le filiale de la PAMECAS, nous avons eu des difficultés à accéder aux chiffres afin de mener à bien notre recherche. Et ceci a été même remarqué par nos professeurs qui nous ont évalués et nous ont critiqués sur ça. Les chiffres ne sortent pas. À mon avis, je pense que pour que la finance islamique puisse être connue et développée dans un pays comme le Sénégal, qui est à 95% musulman, les chiffres devraient sortir afin que les étudiants et les chercheurs comme moi puissent y avoir accès et pourront, dans ce cas, être des ambassadeurs de la finance islamique, car ayant quelques petites connaissances sur ce nouveau type de financement
qui est une finance éthique. Et sur ce, il y avait aussi des recommandations qui ont été faites durant notre étude, comme l'organisation de séminaires en langue locale, puisque la population locale ne comprend pas les langues comme le français et les autres, organiser les séminaires en langue locale afin que ces populations puissent comprendre qu'est-ce que c'est que la finance islamique qui sort de l'islam, qui met ses principes sur la charia. Et dans ce cas, ces populations pourront l'adopter car étant des pratiquants. Et aussi d'avoir des ambassadeurs dans les établissements scolaires, comme les universités et les écoles. Ces étudiants et ces élèves pourront dans ce cas être les ambassadeurs de ce nouveau type de financement et pourront l'expliquer à leurs camarades afin qu'ils puissent avoir le courage de rechercher là-dessus et d'étendre la connaissance sur ce nouveau type de financement. Aussi, de mettre en œuvre des applications sur les espaces de transfert d'argent afin que ces espaces de transfert d'argent puissent faire encore plus la publicité de ce nouveau type de financement et que ça soit beaucoup plus familier à la population. Merci, je vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour deux choses. Primo, c'est de remercier et féliciter surtout la directrice de Capi Group pour vraiment avoir réussi cette manifestation. Et voilà. Et ensuite, vous remercier ainsi que vos co-panélistes pour nous avoir déroulé des exposés vraiment de très haute facture, parce que nous avons beaucoup appris, d'accord, à travers ces exposés. Alors, mon inquiétude, c'est que bon, nous avons travaillé sur un papier, sur un article scientifique qui met la relation entre dispositif présidentiel et stabilité bancaire. Mais bon, mis à part, je sais pas, les éléments dispositifs de Bâle 2 que tout le monde connaît, donc nous avons constaté que les banques islamiques utilisent ou bien participent à des titres publics. Et qui dit titre public dit achat des obligations, des titres de dette, pour se faire rémunérer après chaque fin de période. Donc les rémunérations sont des coupons ou bien des taux d'intérêt, d'accord, qu'on connaît. Donc en creusant encore, donc on s'est rendu compte que vraiment que c'est la mise en application, surtout des normes prudentielles, qui n'a pas encore été effective, raison pour laquelle ces banques s'adonnent à des activités comme des banques classiques. Alors donc nous avons formulé une petite recommandation à l'endroit surtout de la BCAO et de l'IOMA encore, pour dire tout simplement d'alléger surtout les banques classiques à la mise en application surtout de ces normes prudentielles pour qu'elles puissent vraiment jouer pleinement leur rôle de banque classique conformément à la charia. Je vous remercie. Bonjour, je suis Ndaye Sornagay Diallo, expert bancaire et consultante en stratégie et développement. Moi, j'aurais plutôt des questions à poser et non une contribution. En fait, j'aurais aimé que le régulateur, le monsieur de la Banque centrale, soit là parce que j'avais quelques questions à lui poser concernant justement le dispositif prudentiel, en fait, qui est en chantier depuis des années et des années, parce qu'on a aujourd'hui des dossiers qui sont en instruction pour les agréments qui peuvent aller jusqu'à 4 ans. À ce jour, il y a 2 instructions qui sont émises par la Banque centrale, alors qu'on parle de développement de la finance islamique avec la création du Promise, et on ne sait pas où est-ce qu'on en est, ni du côté de l'administration fiscale d'ailleurs, ni du côté
du côté réglementaire, donc par la Banque centrale. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est justement qu'est-ce que la Banque centrale compte faire? Est-ce qu'elle compte vraiment mettre en place un dispositif prudentiel qui va réguler l'activité et permettre de développer l'activité financière islamique? Ou qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire en dehors de ces deux instructions? L'autre chose que j'aurais aimé poser, l'autre question que j'aurais aimé poser au régulateur, qui n'est malheureusement pas là, mais peut-être que vous pourriez y répondre, c'est comment aujourd'hui on compartimente les fonds islamiques qui rentrent en fait dans un système bancaire aujourd'hui qui est pour le moment unique. Il n'y a pas cette distinction entre donc la finance, la banque classique, un marché classique et un marché islamique. Comment se fait le compartimentage, je ne sais pas si ça se dit, mais le cadrage ou en tout cas l'isolation de ces fonds. Parce que, à ma connaissance, même le Promise a eu des soucis à débloquer des fonds au niveau de la BID sur les fonds qui devaient être avancés parce que la BID voulait des clarifications sur la TVA qui ne devait pas être prélevée sur ces fonds et la conservation, comment devait se faire cette conservation également. C'est pour ça, la BID a eu donc des difficultés à décaisser parce que le ministère des Finances était incapable de répondre, la Banque centrale était incapable de répondre. Donc ça, je veux dire, c'est une question générale, peut-être que je n'attends pas vraiment une réponse spécifique, mais c'est des obstacles auxquels font face en fait les acteurs. La deuxième question, c'est par rapport en réalité à parce que la finance islamique, c'est avant tout une question de culture éthique. La question que je me pose, c'est est-ce que le Sénégal, donc nous, Sénégalais, sommes-nous prêts pour cette finance islamique? Quand on regarde, quand on constate surtout certains comportements dans les interactions économiques, commerciales. Vous avez parlé tout à l'heure des boutiques, donc je vais sauter sur l'occasion pour parler de la propension à la surenchère que les commerçants font. Est-ce qu'on peut compter sur ces personnes, justement, pour mettre en place un système, une économie qui tourne autour de la finance islamique, ou faudrait-il encore aller un peu plus loin dans ce qui se fait dans cette éducation financière, dans cette éducation à la formation, parce que moi, ce que je vois, c'est que je vois des écoles françaises, anglaises, qui intègrent dans leurs programmes des programmes de finance islamique, notamment l'école de gestion, par exemple, de Strasbourg. J'ai assisté à des ateliers de finance islamique qui ont été dirigés par des financiers anglais. Donc aujourd'hui, la finance islamique sur la place de Londres, elle est très développée, alors que chez nous, on en est encore au balbutiement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les acteurs de la finance islamique, avec vous, les sachants, le savoir que vous avez peut-être et la pédagogie également que vous avez, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait quelque chose qui puisse être lancé, qui génère une certaine connaissance et l'intégration de cette démarche morale et éthique dans ça, parce que quand on parle aujourd'hui d'économie sociale et solidaire, donc qui s'apparente également à la finance islamique parce qu'elle est basée sur l'éthique et la morale, aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des business angels qui ne sont pas pressés de faire du résultat? Et les conditions, est-ce que, par exemple, la finance islamique prend en charge ces conditions-là? Parce que je pense que c'est dans ces propositions-là, aujourd'hui, qu'on peut arriver, en fait, à modifier un tout petit peu, en tout cas, améliorer l'écosystème. Et donc, ma connaissance, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge, disons, la démarche pour arriver à changer non seulement les comportements, mais intégrer la finance islamique comme un vecteur de développement réel.
La dernière question, enfin, c'était pour la bourse. Monsieur, je pense, Mang y a répondu partiellement, donc je pense que je peux faire un skip là-dessus. Mais ce que j'aurais aimé savoir vraiment, c'est que aujourd'hui, on a parlé de l'incertitude par rapport aux revenus. C'est-à-dire que dans ce que j'ai compris, dans ce que vous avez présenté, on ne peut pas décider à l'avance d'un revenu. Alors que la bourse, par essence, en tout cas, ce que j'ai compris, donc pour les opérations boursières, la bourse, par essence, c'est une incertitude. On peut savoir dans quoi on met l'argent, mais on ne connaît pas les revenus futurs. Donc, comment aujourd'hui, j'aurais aimé comprendre un peu plus comment une opération boursière en finance islamique, en dehors des soukouk bien sûr, comment elle devrait être articulée et qui répondent en tout cas aux obligations chariatiques que vous avez énumérées. Je vous remercie.